Les grabataires, c'est des jeunes qui, depuis qu'ils sont rentrés en prison, même si ça fait 10 ans, il n'a jamais dormi sous un toit. Ça veut dire que le jour se lève, il est assis là à la cour. Il pleut, il est assis là à la cour. La nuit tombe, il s'allonge là à la cour. Il prépare là et tout le monde prépare autour de lui. Quand vous voyez sa peau, c'est comme du cuir. Sa peau est comme du caoutchouc. Mais on vous dit qu'il est vivant, c'est un être humain. Vous n'arrivez pas à croire. Votre nom Tankes, c'est quoi? C'est un surnom ou bien c'est un nom que vous aviez en prison? Comment vous avez eu ce nom? Tankes, c'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est le roi Salomon. Alors, j'imagine que vos parents, en vous donnant le nom du roi Salomon, se sont inspirés forcément de l'histoire biblique. Finalement, quand on regarde l'histoire de Salomon avec la vôtre, lui n'est pas allé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'étais d'abord policier. Quand vous étiez policier, vous étiez à quel niveau? Inspecteur, officier, commissaire? J'étais agent de force de police nationale. Donc, vous êtes un ancien policier qui a fini en prison? Bien sûr. Pourquoi? C'était dans le cadre professionnel. Je suis pas allé tout seul, je suis allé avec mes chefs, les chefs de service et puis tout le monde. C'est quoi le cadre professionnel? Quand je suis rentré à la police, tout ce que j'ai fait, que j'ai connu, je l'ai fait sous serment. Alors même si je ne le suis plus aujourd'hui, il y a des choses que je peux pas dire. Le premier jour où vous arrivez en prison, ça s'est passé comment? C'était vraiment un scandale parce que déjà nous étions dans un service très compliqué et on traquait tous les dealers de Libreville qui vendaient de la cocaïne, des stupéfiants et tout le reste. Vous pouvez voir le nombre de personnes que vous avez fait arrêter, qu'on avait fait arrêter, qu'on avait déféré et qui vous attendaient pour vous faire la peau. En prison. Et puis tout à coup on nous prend comme ça. On nous jette en prison avec eux, sans se rassurer. Comment on va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour nous protéger à l'intérieur? Non. Après tout ce qu'on a fait pour servir l'État, pour servir notre drapeau, si peut-être on a commis une bavure, même s'il faut nous punir, pas comme ça. On a ouvert la prison, on nous a jetés à l'intérieur et on a fermé les portes. La prison était en feu. Tous les quartiers tapaient les portes. Tout le monde voulait nous tuer parce qu'on avait déféré près de la moitié des prisonniers qui étaient à l'intérieur. Lorsqu'ils ont su que c'est vous, anciens policiers, qui les avez traqués, qui les avez envoyés en prison, vous êtes allés les retrouver là-bas. Le premier jour, vous avez tenu comment? Au début, c'est toujours comme un cauchemar. Même le cauchemar est très léger. C'est vraiment l'enfer. En fait, lorsque vous rentrez en détention, vous constatez vraiment que votre vie vient de basculer, que vous êtes décédé. Vous vous retrouvez en enfer carrément. Parce que des choses que vous voyez, des personnes que vous voyez, vous pouvez jamais imaginer qu'un être humain comme ça peut exister. Oui. Vous allez voir les pathologies que vous n'avez jamais vues à l'extérieur, quels que soient tous les hôpitaux que vous allez faire, vous verrez jamais un malade pareil. Vous savez ce qui m'a fait mal un jour en prison? Dites-nous. J'avais vu un gamin qu'on avait déféré parce qu'il avait 2 conditionnements de cocaïne qu'on appelle au Kéméka. Il était vraiment un flagrant délit. C'était une infraction. Donc on l'a déféré, il a pris un mandat de dépôt. Et j'ai vu ce gamin mourir en prison parce qu'il n'avait pas de quoi se soigner. Il est mort à l'infirmerie. J'étais debout, les gens circulaient comme si rien ne s'est passé. Parce qu'en prison, quand tu décèdes, c'est comme si c'est un chien qui meurt à la route. Les gens te traversent, on prend juste un morceau de tissu, on te pose, on attend qu'on vienne te chercher. Ton corps peut faire 4 heures de temps, 2 heures de temps là, allongé. Et ça dit rien à personne. Ceux qui fument vont continuer à fumer. Ceux qui mangent, ceux qui chantent, chacun continue, il vague à ses occupations. J'étais stupéfait de voir ça. En prison, vous allez voir les bandits que vous n'avez jamais vus, dont vous avez juste entendu parler. Vous n'étiez même pas encore nés, qu'on appelait les cool-mondieuses. Donc vous pensiez même qu'ils étaient décédés. Mais lorsque vous rentrez en prison, on va te dire que tu as entendu parler de tel. Oui, il est là-bas. Il a peut-être 70 ans ou 60 ans de ton 50 ans. Et toi, tu as volé juste un petit sac. On te mélange avec des grands criminels qui ont passé 20 ans, 15 ans là, d'autres qui ont fait des meurtres, double meurtre, triple meurtre, crime rituel, etc. On te mélange avec eux, tu dors avec eux. Vous pouvez vous chamailler pour une cuillère, il prend un morceau de sardine, il te déchire le cou. Parce qu'il sait qu'il sortira jamais. Et il sait que toi, tu sortiras tôt ou tard. Donc il te fait du mal, il sera puni au bout d'une semaine, il sera tabassé, et puis sa vie va recommencer comme elle était, mais toi tu seras mort. On va l'ajouter un mandat de dépôt qui signifie rien pour lui parce qu'il sait qu'il sortira jamais. Lorsqu'on vous fait rentrer en détention, n'importe qui peut vous porter main, n'importe qui peut vous traiter comme il veut, il peut vous manquer de respect. Vous n'allez rien faire. Ce qui va maintenant vous sauver à partir de là, c'est votre mental. Et là-bas, il y a un truc qu'on appelle les poux de linge. Vous voyez? Les poux de linge, ce sont comme des poux qui marchent sur les têtes lorsqu'on dit quelqu'un a des poux. Mais c'est des poux qui restent dans des vêtements. Et ça suce le sang. Et c'est bien gros. Donc en bas, il y en a ça. Il y en a beaucoup. Et pour avoir la place à la natte aussi, tu payes. Si tu n'as rien, tu dors debout. On appelle ça tchangé. Vous dites, tu dors sur le bidon, tu prends un bidon, tu poses, tu t'assois dessus. Si tu rentres en prison, par exemple, tu verras qu'il y a des jeunes qui arrivent à dormir debout. Ça veut dire qu'il est debout comme ça, il est comme ça, mais il dort. Jusqu'à 6 heures.
Il a développé. Tous les jours. Tous les jours, il fait jours. ça. Et vous voyez, leurs pieds sont enflés. Vous allez voir des gens qui ont des pieds enflés à un niveau que vous n'avez jamais vu. Vous voyez? Et quand le jeune constate qu'il est en train de se décomposer, parce que déjà, avec la ration carcérale qu'on lui donne, il n'a pas 500 par jour pour pouvoir faire un mécanisme, ou 100 francs pour pouvoir cotiser pour mettre cela dans la marmite générale. Du coup... C'est quoi la marmite générale, justement, pour mieux expliquer? La marmite générale, c'est une forme de marmite que le chef quartier fait pour tous ces détenus qui n'ont pas les moyens. Par exemple, au premier quartier, un quartier qui a 600 et quelques détenus, ils ont une marmite générale. D'où chacun, tous ceux qui reçoivent un poulet à la main, vous venez jeter votre poulet à l'intérieur. Vous voyez, vous jetez votre poulet à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui cuisine tout ouais, ça pour ceux qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens, voilà. Et il fait bouillir ça comme il veut. Il y a des plumes, il y a tout. Et puis après, il dit c'est cuit. Il fait un riz bouilli à côté. Il vous dit c'est cuit, venez manger. Au début, tu vas bouger, tu vas dire tu manges pas ça. Au fur et à mesure, tu vas voir que ton corps se décompose. Tu es en train de mourir à petit feu. Et là, il y a un vieux prisonnier qui est à l'intérieur, qui a déjà fait 25 ans, était en détention, ça fait 25 ans qu'il n'a pas touché une femme. Il est déjà habitué à coucher les petits-enfants. Il a le VIH. Vous voyez? Il va dire à ces jeunes que, tiens le cassoulet, mange. Prends les beignets, mange. Ça fait 1 an, le petit n'a pas mangé ça. Il mange le riz bouilli. Il va manger le cassoulet. Il va boire de l'eau Hanza. Il va reprendre un peu la forme. Il va lui donner la cigarette pour vendre. Il va lui donner le tabac pour vendre. Le jeune va recommencer à vivre un peu. Il va lui donner un téléphone. Regarde les filles à l'intérieur. Il va voir. Après, il coupe tout. Le petit devient fou. Grand, c'est comment? Si tu veux que je te donne encore ça, je te paie. Incroyable. Au début, il va signer, il va refuser. Mais au fur et à mesure qu'il va constater qu'il recommence à mourir, il va dire bon, et puis ce sont que les fesses, vas-y, prends. Puis il donne. Et là, le grand, il fume son tabac, il boit ses comprimés, il boit son conconvi. C'est là-bas, ils ont le conconvi. Le conconvi, c'est la liqueur des Béninois, là. Il boit son conconvi, il est drogué à mort. Quand il monte sur le petit, il le sodomise comme un cheval. Il fait ça tous les jours et il lui transmet le VIH. Le petit accepte ça pourquoi? Parce qu'il veut survivre. Comme je vous ai dit, en prison, un seul but, c'est de survivre, de sortir de là vivant. Parce que vous ne connaissez pas le taux de décès qui se passe en prison par jour. Ce sont des chefs quartiers, des autorités carcérales, des prisonniers qui sont autorités au milieu de la prison, qui pratiquent la pédératie au maximum. En faisant quoi? En sodomisant des jeunes qui n'ont pas d'assistance, qui n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir des femmes? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de payer? Puisque vous nous avez expliqué sur ce plateau qu'on peut payer pour avoir un certain nombre de services en prison. Est-ce que ceux-là n'ont pas la possibilité de payer pour avoir des femmes? Ça, c'est pas possible. On peut tout avoir en prison aujourd'hui, sauf les femmes. Voilà. Donc, vous voyez, le taux de pédératie augmente. Parce qu'on estime que même ceux qui sont mariés, ou qui ont quand même des copines dehors, peuvent faire des demandes pour quand même avoir quelques rapports avec leur conjoint, même si c'est une fois dans l'année, même si c'est une fois par mois, ça peut satisfaire. Oui. Vous voyez? Mais il n'y a pas ça. Quelle est l'attitude à adopter pour sortir de là vivant? En prison, il y a ce qu'on appelle des manguiers. Des manguiers, c'est lorsque tu reçois des colis de tes parents. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a un vieux prisonnier qui est là, qui a déjà ses relations, qui a duré là et qui a du pouvoir, qui est respecté. Toi, le simple fait que tes parents t'amènent de la nourriture chaque semaine, ça permet que lui te protège. En échange, toi, tu lui remets quelques trucs qu'on te ramène dans ton colis pour qu'ils mangent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger n'importe quoi. Les détenus sont rationnés par une aile de poule par jour. Une aile. On donne ça à 11 heures, cru. Et on te donne un pain à 15 heures ou à 16 heures pour manger avec l'aile crue qu'on t'a donnée à 11 heures. L'aile crue? L'aile crue. Donc, mais quand on te donne ça, c'est pour quoi? Pour que tu la manges crue ou bien que tu cherches à cuisiner, à la faire rôtir quelque part? Tu te débrouilles à la cuisiner. Si tu la cuisines pas, c'est ton problème. Tu te débrouilles à survivre. C'est ça la prison. D'où tu vois, il y a un cas de décès trop élevé, mais on ne déclare pas. Voilà. On te donne une aile de poule. Il faut non seulement louer la marmite pour pouvoir préparer chez un vieux prisonnier, parce que c'est ça. Son mécanisme. Le mécanisme, c'est une sorte de business que quelqu'un fait en détention pour survivre parce qu'il n'a pas d'assistance à l'extérieur. Donc c'est son mécanisme de faire louer la marmite. Il te fait louer la marmite et tu dois acheter du bois. Et quand tu achètes du bois, tu dois louer le four aussi et acheter de l'huile. Mais tu vas louer tout ce mécanisme juste parce que tu veux griller une aile. Ça n'a pas de sens. Pour avoir 500 en prison, lorsque vous n'avez pas de soutien, c'est comme si on vous demande d'avoir 1 million à l'extérieur. Vous trouvez ça où? Qui vous donne ça? Personne. Et ça devient cher pour vous. Vous voyez 500 comme de l'or.
Lorsqu'un jeune rentre en détention parce qu'il a volé un sac, il vient, il plaide coupable, on le condamne à 1 an d'emprisonnement. Il n'a pas de place. En prison, pour avoir une place, il faut payer. D'accord? Parce que la prison est saturée. Il y a des trucs qu'on appelle des quartiers. Il y a des quartiers de luxe, il y a des quartiers de pauvres, il y a des quartiers malades, il y a des quartiers disciplinaires. Il y a des quartiers de gens de 3e âge. Donc dans tous ces quartiers, pour avoir une place où vous pouvez vous allonger, il faudrait que vous payiez. Vous devez acheter cette place. Pas avec les autorités de la prison centrale, mais avec les autorités carcérales qui commandent la prison, qui sont des vieux. Et pour survivre, il faut se faire une place en enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais peur de rien parce que j'étais en sécurité. Pour trahir les autres en fait. Votre travail, mais vous avez mérité tout ça parce que vous étiez en train de trahir les autres. Pas pour trahir les autres, tout à fait. Je cherchais à survivre, je vous l'ai dit. On l'a bien compris. Il faut se faire une place en enfer, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Un seul but, c'est survivre. Survivre. Quel que soit le prix à payer en prison. Il y a d'autres qui n'ont pas la même chance que vous. Et donc, dans des témoignages que nous avons eus, qui parlent, par exemple, de la pédérastie en prison, est-ce que vous avez vécu de telles choses où des gens se livrent à de telles pratiques pour survivre? Puisque vous avez dit en prison, le plus important, c'est de survivre. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois qu'un procès venait qui parlait de pédérastie, il était toujours pratiqué par un vieux prisonnier qui a sodomisé un jeune détenu. C'était toujours ça. Et lorsque tu vérifies le fond, c'est moyennant un plat de riz, une boîte de cassoulet, une cigarette, une boîte de petits pois. C'était toujours ça. Donc on a sodomisé des jeunes garçons en prison parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, parce qu'ils voulaient fumer juste une cigarette. Et on leur a proposé ces pratiques-là simplement parce qu'ils avaient besoin d'une cigarette, parce qu'ils avaient besoin d'un plat de riz. Lorsqu'un jeune détenu rentre en prison, je vous l'ai dit tout à l'heure, il prend le mandat de dépôt. Il n'a jamais fait la prison. Il estime qu'il est bandit quand il est à l'extérieur. Mais lorsqu'on ouvre la prison centrale, il rentre automatiquement, il réalise que c'est un enfant. Parce que sur place déjà, à l'entrée, tu croises déjà plus dingue que toi. Ça veut dire que là où ta folie s'arrête, c'est là où pour l'autre commence. Donc, il se calme déjà. Lorsque tu rentres, on te met dans un quartier. C'est écrit sur un bout de papier. Tu dois payer la mairie quand tu rentres. La mairie, c'est le droit de sol. À qui? Vous le payez au chef du quartier et au maire central du quartier dans lequel on vous met. Par exemple, si on vous met au premier quartier, vous devez verser 3 000 pour la mairie. Ces gens qui occupent ces postes, qui sont des prisonniers, c'est quoi? Ça se passe par une élection? Par quoi? Parce qu'on est le plus fort, parce qu'on a le mandat de dépôt le plus cruel, parce qu'on a un nombre d'années qu'on a passé en prison par rapport aux autres. C'est quoi les critères? La prison centrale, on appelle le droit commun. C'est la plus grande prison du Gabon. Elle contient près de 4000 détenus. Vous comprenez? Et par jour, la prison libère au moins 5 à 6 personnes. De lundi à lundi. Mais de lundi, mercredi, vendredi, elle encaisse près de 200 personnes par semaine. Ce qui veut dire multiplié par 4 semaines, ça fait 400 personnes qui rentrent en prison. Par mois. Parce que là-bas, il y a un gouvernement comme ici à l'extérieur. Il y a la SCG, il y a la mairie, il y a les quartiers, il y a les arrondissements, il y a les gouverneurs, il y a la sécurité, il y a la police, il y a tout. En milieu carcéral, il y a même les taximans. Il y a tout. Taximan, c'est lorsque les parents viennent déposer le colis, par exemple. Vous ne pouvez pas aller chercher votre colis à l'extérieur. Parce que votre parent ne rentre pas dans la prison. Vous voyez? Il y a une unité qui s'occupe de ça, qu'on appelle des taximans. Donc, eux, ils sont chargés de venir prendre le colis chez votre parent. Ce sont des prisonniers? Ce sont des prisonniers, bien sûr. Parce que les agents ne peuvent pas soulever les bagages des détenus. Donc, ils sont soulevés par des détenus eux-mêmes et qui viennent déposer le colis dans votre quartier, sur votre lit où vous êtes, selon le nom indiqué sur la feuille et le numéro du quartier dans lequel vous êtes. Le fait en est que lorsqu'on vous défère et que vous rentrez en prison, automatiquement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous devenez un bandit. Lorsqu'on vous conduit au tribunal pour aller à votre procès, on vous escorte comme un bandit. On vous pointe des armes, on enlève tout le monde sur le hall et on vous fait passer comme si vous étiez bandit, menotté, mélangé avec des bandits. Donc ceux qui vous connaissent pas, quand ils vous verront, ils diront que vous êtes bandit. Est-ce que quand on est en prison, M. Tankès, il vaut mieux ne pas dire aux gens que je sors bientôt? Oui, déjà aussi, il faut éviter d'expliquer quel est ton motif quand tu rentres en prison. Bon, ça se fait pas. Et plus ton motif est mineur, plus on te considère comme une femme. Plus ton motif est lourd, plus tu es considéré comme un caïd. Il y a quelqu'un avec qui vous avez parlé le matin. Lorsque vous revenez le demander à 13h, on vous dit qu'il est décédé. Vous voyez? Donc, il s'est fait sodomiser comme ça.
pour un petit délit qu'il a commis parce qu'il a arraché un téléphone, peut-être parce que sa mère était malade. Il voulait acheter une ordonnance, il s'est fait arrêter, il est rentré en détention. Sa mère est restée à mourir derrière détention parce qu'elle était déjà malade et elle a appris que son fils allait en prison. Et arrivé en prison, on sodomise ce dernier pour vivre parce que sa mère n'avait rien pour venir le voir et qu'elle est décédée. Quand il sort de prison, vous le libérez, vous le mettez dans la nature. Il n'a pas un endroit où partir. Il n'a pas un endroit où dormir. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de soutien. Il a été sodomisé. Il a été contaminé par le VIH. Vous dites que son mental va faire quoi? Et c'est à partir de ce moment que il ne veut plus sortir, ne veut plus retrouver la liberté, il préfère rester là-bas. Il n'y a pas un service psychologique qui suit ce genre de personnes. On ne les suit pas. On le met dans la nature. Et j'ai remarqué qu'au Gabon, il y a une facilité d'envoyer les gens en prison. Vous voyez? Lorsque nous, les agents, on interpelle quelqu'un juste parce qu'il a un bonbon de cannabis sur lui ou qu'il vend du tabac pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme ou de son enfant ou de sa mère, on l'interpelle. On ne cherche pas à savoir pourquoi il le fait. On le diffère parce qu'il est en infraction. Il est en détention de stupéfiants. C'est un délit. Lorsqu'un gamin arrache un téléphone, même un téléphone de 20 000 qu'on peut rembourser ou que les parents peuvent signer un arrangement à l'amiable, lorsqu'il arrive au tribunal, on le signe automatiquement un mandat de dépôt. On ne cherche pas à savoir, il y a des délits tellement mineurs qui envoient les gens et qui remplissent la prison. Vous voyez? Et j'ai voulu savoir comment ces gens que nous, on envoyait en prison tous les jours vivent. Quelles étaient les réalités que eux ils enduraient là-bas et pourquoi quand ils sortaient de prison, ils ne changeaient pas. Ils recommençaient les mêmes choses, voire même pire que ce qu'ils faisaient avant.